Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Retour sur la réunion du Conseil des ministres présidée hier par le président de la République. Plusieurs décisions majeures et recommandations ont été annoncées, notamment la réduction des coûts du Hajj pour la saison 2026 et le lancement de la mine zinc-plomb d'Oued Amizour en mars prochain. La filière de l'argani en Algérie se développe. Un programme national vise à éteindre cette culture endémique, soutenir l'économie agricole et lutter contre la désertification. Un suivi rigoureux est assuré par des experts algériens pour garantir la qualité et la réussite de ce projet. Nous parlerons dans ce journal de l'affaire de Mehdi Ben Barka, figure emblématique de l'opposition marocaine, qui a été enlevé et assassiné à Paris en 1965. Les investigations et témoignages ont depuis laissé apparaître une complicité entre la France et le Makhzen. Au Maroc, toutes les formes de répression se poursuivent. Les Africains de couleur sont régulièrement victimes d'agressions racistes. Derrière ces pratiques, le régime du Makhzen est pointé du doigt. Des violences révélées au grand jour, surtout après l'échec du Maroc à la Coupe d'Afrique des Nations. Si vous êtes amateur d'art, sachez qu'à Riyad El Fetha à Alger, la galerie Idles vient d'ouvrir ses portes. Un nouvel espace consacré à la peinture, à la sculpture et à la photographie qui met en lumière les jeunes talents. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec le Conseil des ministres présidé hier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a décidé d'octroyer une aide de 10 millions de centimes au profit des pèlerins algériens pour cette année, ramenant ainsi le coût global du Hajj à 82 millions de centimes au lieu de 92 millions de centimes. Concernant le lancement de la mine de zinc-plomb d'Oued Amizour, le président de la République a insisté sur l'impératif de lancer ce projet économique prometteur en mars 2026 au regard des opportunités d'emploi et des retombées économiques attendues pour la région et pour l'ensemble du pays. Concernant le projet de la ligne ferroviaire minière Bled El Hadba, Oued Kibrit, Port Annaba, qui s'inscrit dans une stratégie visant à diversifier les ressources du pays au profit des générations futures, le président de la République a insisté sur l'achèvement des travaux d'ici fin 2026 pour son entrée en exploitation le premier trimestre de 2027 au plus tard. Pour ce qui est du quai minier s'inscrivant dans le cadre de l'extension du port de Annaba, le président de la République a insisté sur la nécessité d'accélérer la cadence par achever le projet d'ici fin 2026, étant donné qu'il s'inscrit dans le cadre de la stratégie de transformation économique et de sortie de la dépendance aux hydrocarbures. Le président de la République a par ailleurs insisté sur la nécessité de redoubler d'efforts pour développer le secteur de la pêche et de l'aquaculture, le plaçant comme une priorité nationale pouvant renforcer la sécurité alimentaire. À ce titre, il a réitéré l'engagement de l'État pour l'accompagnement des pêcheurs à travers des facilitations et des mesures incitatives en vue d'augmenter les quotas de pêche de l'Algérie et à mieux les exploiter à travers l'introduction de modes d'exploitation modernes et efficaces. Quant au secteur de la chasse, le président de la République a ordonné d'associer la Fédération des chasseurs tout en consultant et en coordonnant avec ces derniers s'agissant de toutes les décisions concernant le secteur. En matière de reboisement, il a été décidé d'adopter la mécanisation moderne pour augmenter la production d'arbres fruitiers en s'orientant particulièrement vers la plantation d'arbres à forte rentabilité économique tels que l'arganier. Enfin, concernant la participation de l'équipe nationale de football à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le président de la République a chargé le ministre des Sports de transmettre ses chaleureuses félicitations à la sélection nationale et au staff technique, avec à sa tête le sélectionneur Vladimir Petkovic, leur adressant ses encouragements et leur souhaitant un parcours réussi lors de la prochaine Coupe du Monde. Le président de la République a également adressé ses salutations à l'ensemble des supporters algériens, en particulier aux membres de notre communauté nationale établie à l'étranger qui ont fait le déplacement des 4 coins du monde pour soutenir notre équipe nationale. Et la décision du président de la République de réduire les coûts du Hajj a été grandement saluée par les Algériens. On écoute. Je salue la décision du président de la République d'octroyer une aide de 10 millions de centimes au profit des pèlerins algériens pour cette année. Je remercie le président de la République, que Dieu le préserve et préserve notre pays.
C'est une décision qui profite aux pèlerins. Que Dieu nous guide sur le droit chemin. C'est une bonne décision. Un coût global à 82 millions de centimes pourrait aider les gens à accomplir le Hajj. Cette aide octroyée aidera certainement les gens à accomplir le rituel du Hajj. On remercie le président de la République pour cette décision. Dans l'actualité également chargée par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé hier soir à Tunis pour participer à la réunion ministérielle du mécanisme tripartite des pays voisins de la Libye, prévue ce lundi. Cette réunion périodique s'inscrit dans le cadre des concertations continues entre les trois pays sur le développement de la crise libyenne ainsi que sur les moyens et les perspectives d'appui au processus de règlement politique dans ce pays frère, sous l'égide des Nations Unies et dans le plein respect de la souveraineté de la Libye, de son intégrité territoriale et de l'unité de son peuple et de ses institutions. Parlons à présent d'agriculture avec le développement de la filière de l'arganier en Algérie. Un programme national vise à étendre cette culture endémique, soutenir l'économie agricole et lutter contre la désertification. Des plans sont produits chaque année pour renforcer le reboisement dans plusieurs régions du pays, avec un suivi rigoureux assuré par des experts algériens. Sami Dakhli. Implantée à Rouiba, cette pépinière s'est lancée dans la production de plants d'arganier, une filière qui connaît une expansion stratégique majeure, portée par un programme national visant à diversifier l'économie agricole, créer une ligne verte contre la désertification et réhabiliter cet espace endémique du sud-ouest. Rien que pour cette année, près de 300 000 plants ont été produits par la pépinière, et ce, dans le cadre d'un programme présent à travers plusieurs pôles de développement, notamment à Boussaada, Msila, Tlemcen et Saïda. Un travail minutieux est mené ici grâce à l'expertise d'ingénieurs et de techniciens algériens. Après la phase de production, les plants d'argan sont destinés aux zones de reboisement. En 2020, 150 hectares ont été plantés dans la wilaya de Msila, soit près de 37 500 arbres, 50 hectares à Saïda avec environ 12 500 arbres et à Tlemcen, 100 hectares supplémentaires représentant 25 000 arbres. C'est un projet qui n'aurait pas connu ce développement sans le soutien de l'État qui ambitionne aujourd'hui d'élargir encore la production. L'arganier est extrêmement résistant à l'aridité, à la chaleur et au sol pauvre. Idéal pour lutter contre l'avancée du désert. Un arrosage est essentiel lors des premières années avant que l'arbre ne développe ses racines. Ici, dans la pépinière, un suivi rigoureux est accordé aux plantes, notamment durant la phase de germination et l'adaptation qui s'étend sur 7 mois. Tout au long de ce processus, une main-d'œuvre spécialisée est mobilisée pour assurer le suivi et la qualité de la production. Nous avons lancé ce projet en partenariat avec l'entreprise AMF Group et nous en sommes très satisfaits. Cette expérience nous a permis d'acquérir de nouvelles compétences, notamment dans la culture de l'arganier. La première plantation a été un succès et les résultats de la seconde sont très prometteurs. Ce projet représente une réelle valeur ajoutée et contribue au développement de l'économie nationale. Grâce à ce projet, nous avons beaucoup appris sur l'arganier, les techniques de plantation, de germination, l'irrigation et l'entretien. Ce sont des projets essentiels pour nous car ils nous permettent d'apprendre et de nous développer. Avant, je ne travaillais pas, mais aujourd'hui, grâce à ce projet, nous avons tous un emploi. Pour la campagne 2024-2026, l'objectif est de planter près de 200 arganiers couvrant une superficie d'environ 1000 hectares. L'arganier commence à donner ses premiers fruits environ 5 ans après la plantation. À maturité, il peut produire de 10 à 30 kg de fruits par an, dont la noix est triturée pour en extraire une huile très précieuse, l'une des plus chères au monde. L'Algérie table beaucoup sur cette culture. Un plan ambitieux de développement lui est consacré d'ici 2040, visant à faire de l'arganier un levier économique et écologique en structurant la filière de la production à la commercialisation. Direction à présent Blida, au cœur de la Métidja, une région qui, comme vous le savez, est réputée pour la qualité de ses agrumes. En cette période de l'année, la campagne de récolte bat son plein. L'exemple ce midi à Benitamou, au niveau d'une ferme expérimentale qui a bénéficié de l'accompagnement de l'Institut d'arboriculture fruitière et qui enregistre des résultats très encourageants. Reportage de Badia Amarni.
Des arbres qui courbent l'échine sous le poids des oranges, de citrons ou de pomelos bien mûrs. En cette journée pluvieuse, nous avons fait escale à la ferme expérimentale de Bnitamou, relevant de l'Institut technique d'arboriculture fruitière ITAF. Sur ce périmètre que nous avons visité, plus de 30 variétés d'agrumes sont cultivées sur une superficie de 1,7 hectare. Parmi nos principales missions, c'est en premier lieu c'est la production des plants. C'est-à-dire la production de matériel végétal de qualité. Ça veut dire tout ce qui est plants, semences, boutures, marcottes, etc. Si on parle aux agrumes, on a 105 variétés et clones. En Algérie, on a ce qu'on appelle des variétés autochtones, c'est-à-dire des variétés propres à l'Algérie, à l'image de la clémentine du Messerghin, l'oranger de Blida. Mais la grande partie des variétés, c'est des variétés étrangères, c'est des variétés espagnoles, italiennes et américaines. Les variétés d'agrumes existaient en Algérie avant l'arrivée des colons français. Dans la filière de l'agrumiculture, nous remarquons que le spectre des variétés est un peu, limité par rapport aux variétés qui existent en Algérie. Nous avons quand même un large spectre de variétés qui s'étend du mois d'octobre jusqu'à le long de l'année. L'ITAF a notamment pour mission de conserver les variétés d'agrumes et d'autres arbres fruitiers. Au niveau de ce laboratoire de culture in vitro, les variétés touchées par des maladies sont régénérées et assainies avant leur plantation. Il a la mission de l'assainissement du matériel végétal des virus. Donc il s'agit bien des maladies de dégénérescence. Là où les plants, les sujets, à l'extérieur, ils sont malades par des maladies de dégénérescence et qu'on ne peut pas les assainir ou les multiplier par voie classique. Donc ils passent au laboratoire de l'assainissement. L'agrumiculture demeure une filière en plein essor en Algérie. La production atteint aujourd'hui des niveaux prometteurs grâce à l'introduction de variétés performantes capables de produire des fruits dès la 3e année après plantation, telle la Washington Navel. Toutefois, les agriculteurs alertent sur la déperdition de certaines variétés locales menacées de disparition. de Bluefin, Clémentine sans pépin, l'amlem, l'ordinaire, mandarine, الجافا، لا ويكين، هذو راحوا للانقراض ما كاش. ماذا بينا نعاودوا نجدوا هذه البساتين نتاع الاخر باه نولوا نجريو الحمضيات من الماء d'octobre حتى للماء de mai. Au moins le mois de mai ما نديروش الشمس de فروعه. Blida, qui assure environ 30% de la production nationale d'agrumes, est considéré comme le bassin de cette filière agricole. Conscient de son importance stratégique, l'État a mis en place un programme ambitieux visant le développement de cette filière à travers un accompagnement renforcé des agriculteurs, tant sur le plan stratégique que financier. Et en cette période de l'année, les agrumes sont en leur apogée. À Sidi Moussa, à Alger, cette filière connaît un véritable essor. Illustration avec l'une des exploitations de la région, Friya El-Hamdi. À l'aube, lorsque le soleil effleure à peine la plaine de la Mitija, les vergers de Sidi Moussa s'éveillent dans un silence parfumé de fleurs d'oranger et de zestes mûres. Ici, au sud-ouest d'Alger, la terre généreuse continue de faire éclore. L'un des trésors agricoles les plus emblématiques de la région, les agrumes. On constate ces dernières années une grande dynamique dans le secteur agricole. On doit citer que l'agriculture y participe. Nous, on est fiers de le répéter à chaque fois, au niveau de 15% du PIB, c'est très important. Donc il y a une dynamique, certaines filières, et parmi ces filières-là, la filière agrumicole. À Sidi Moussa, les agrumes racontent une autre Algérie, celle qui nourrit, qui résiste et qui espère. Entre tradition et modernité, les vergers continuent de porter leurs fruits avec la même promesse chaque saison, celle d'un avenir enraciné dans la terre. On a à peu près environ 170 variétés. Et on a un grand patrimoine génétique.
Il y a les tonsons, les navines, les navets, les sanguils, d'autres variétés locales qu'on doit reprendre, qui met la Montréal, parce qu'on a constaté, les agriculteurs, que cette variété s'adapte avec la nouvelle donne des changements climatiques. Sous les arbres chargés de fruits, des agriculteurs souvent héritiers d'un savoir-faire, transmis de génération en génération. Chaque geste est mesuré, chaque fruit observé avant d'être cueilli à la main, afin de préserver sa qualité. Le travail est exigeant. Il faut irriguer, tailler au bon moment, protéger les arbres contre les insectes ravageurs. Chaque orange récoltée est le fruit d'une année de labeur. Mon métier est plus qu'un gagne-pain. C'est un héritage, une identité, une façon de rester lié à la nature. Ces vastes plaines historiques ont fait la renommée de l'orange et de la clémentine algérienne, au-delà des frontières. Industrie automobile avec le lancement à Ain Timouchent de la production locale de véhicules utilitaires, concrétisant ainsi un projet attendu depuis plusieurs années. Le processus de fabrication est encadré par une équipe d'ingénieurs chinois chargée d'accompagner les équipes algériennes dans le cadre d'un partenariat industriel axé sur le transfert de compétences. Yasmine Amri. Au cœur de la zone industrielle de Temzoura à Ain Timouchent, les Algériens s'unissent avec le savoir-faire chinois pour donner naissance à une nouvelle génération de véhicules utilitaires. Ici, les lignes de production fonctionnent selon des technologies modernes, garantissant qualité et sécurité, tout en assurant un transfert progressif des connaissances industrielles. Notre but, on a programmé un autre hangar pour production le moteur thermique pour notre besoin et le besoin de marché. Inch'Allah, on va attraper ça et notre but, deuxième étape aussi, on va programmer en extension de notre usine pour embouteillage et peinture. On va produire jusqu'à 40% de local. La production atteint 8000 camions par mois, 100 000 par an. 50 travailleurs algériens ont été recrutés et bénéficient actuellement d'une formation aux techniques de montage et de fabrication en partenariat avec la partie chinoise. Ce complexe industriel intègre l'ensemble des unités nécessaires à la fabrication avec de vastes espaces de stockage. Chaque véhicule est soumis à des tests rigoureux afin de garantir sa conformité aux normes internationales. Nous déployons tous nos efforts pour transférer nos technologies sur place et former les compétences locales aux techniques de production dans l'objectif de soutenir la localisation industrielle. Aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 27 points de vente, offrant véhicules, après-vente et pièces de rechange et visant à éteindre notre réseau à plus de 50 points à l'échelle nationale. La production locale de ce véhicule à Ain Timouchent constitue un levier important pour le renforcement de l'industrie nationale et la création de nouveaux emplois. Elle s'inscrit dans une stratégie nationale visant à bâtir une industrie automobile locale durable, fondée sur une production réelle et une augmentation de la valeur ajoutée. Parlons à présent de cette affaire. Mehdi Ben Barka, figure emblématique de l'opposition marocaine, a été enlevé et assassiné à Paris en 1965. Les investigations et témoignages ont depuis laissé apparaître une complicité entre la France et le Makhzen. Les appels à faire toute la lumière sur cette affaire se poursuivent, rappelant que les crimes politiques ne peuvent être effacés par le temps ni masqués derrière des discours sur les libertés ou les droits de l'homme. Maïssa Lebouala. Plus qu'un assassinat politique, la liquidation de l'opposant Mehdi Ben Barka en 1965 révèle les dérives sécuritaires et les abus de l'appareil de l'État. Un crime commis en plein Paris sous juridiction française avec l'implication de structures officielles françaises et marocaines
et qui continue plus de 60 ans après d'interroger la responsabilité politique, la transparence démocratique et le droit imprescriptible à la vérité. Mon père a été enlevé, j'avais 15 ans, et avec ma mère, mes frères et sœurs, nous habitions au Caire. Donc il s'avère en relative sécurité en France. Et c'est pour ça qu'il était rassuré quand ce sont 2 policiers qui lui ont demandé de le suivre, et c'est là où le piège s'est refermé sur lui. Opposant marocain de premier plan, il incarne surtout le symbole d'une vérité confisquée et d'une justice inachevée. Le 29 octobre 1965, au matin, ils seront au Café Lip à Paris pour un rendez-vous qui s'avérera être un piège. Les éléments du dossier et les témoignages accumulés au fil des années mettent en lumière une opération concertée, révélatrice d'une collusion entre les services de renseignement français et leurs homologues marocains. Il faut voir leur carte de police, et il les a suivis dans la voiture de fonction, voiture de police banalisée. Il les a suivis en toute confiance, parce que c'était de vrais policiers français. Donc voilà, donc ils montent dans cette voiture de police. Il y a 2 autres personnes dans cette voiture. Lopez, qui est un agent du SDEC, le service secret français, et Leni, qui est un truand. Ils montent dans cette voiture, et cette voiture se dirige vers Fontenay-de-Vicante, la maison d'un autre truand, Georges Bouchèche. Et là s'arrêtent nos certitudes. À partir de là, commencent les hypothèses. Et à partir de là, disparaît la trace de mon père. Après, le Maroc, bien sûr, du fait de la présence de ses ministres de plus haut rang, a été impliqué. Mais voilà, la question, c'est celle de la responsabilité et de l'intentionnalité pour tout. La responsabilité ne fait pas de doute, l'intentionnalité reste la question pendante. Il y a eu des complicités, que les Marocains ont pu trouver les complicités pour mener à bout cette action au sein des services secrets français, parmi certains agents français, parmi des truands français. Devenue un scandale d'état durable, l'affaire Ben Barka continue de hanter la République française. Elle rappelle que la vérité, tout comme le crime, sont imprescriptibles et place ainsi la France, pays de la justice et des droits humains, devant ces contradictions. Au Maroc, toutes les formes de répression se poursuivent. Les Africains de couleur sont régulièrement victimes d'agressions racistes. Derrière ces pratiques, le régime du Makhzen est pointé du doigt. Ces violences ne passent plus inaperçues, surtout après l'échec du Maroc à la Coupe d'Afrique des Nations, révélant ces pratiques au grand jour. Walid Benouis. J'ai jamais vu autant de racisme à cause d'une compétition de la part de ces gens-là. En témoignent ces images dans lesquelles on voit clairement un commerçant insulter un homme et refuser de lui vendre sa marchandise en raison de la couleur de sa peau. Des scènes comme celle-ci se sont produites de manière répétée dans plusieurs villes marocaines durant la dernière CAN, ciblant des Sénégalais mais aussi des migrants subsahariens, des faits largement relayés sur les réseaux sociaux. Ils nous voient tous en Sénégalais. Moi, mon cher, porte mon maillot de Côte d'Ivoire. Alors, au travail lundi, là, c'est mon maillot. Voilà, je ne suis pas sénégalaise, mais ici ivoirienne. Parce que les taxis refusent de prendre les blacks. Genre, on est tous sénégalais.
Cette montée des actes et des discours racistes intervient dans une période sensible pour le Marzen, marquée par un revers symbolique lié à l'organisation et à ses ambitions autour de la CAN. Pour certains, cette situation a favorisé une stratégie de diversion consistant à déplacer la colère sociale vers des populations vulnérables transformées en boucs émissaires. Les défenseurs des droits humains alertent sur le risque d'une normalisation de la stigmatisation comme outil indirect de contrôle et de canalisation des tensions et s'interrogent sur la capacité de l'État à garantir la sécurité et la dignité de toutes les personnes sur son territoire. Dans la bande de Gaza, rien ne semble arrêter la machine de guerre sioniste. Les massacres se poursuivent. Les journalistes sur place sont systématiquement pris pour cible. 3 d'entre eux ont perdu la vie lors d'un bombardement de l'armée d'occupation sioniste. Ce matin encore, un Palestinien est tombé en martyr sous les balles des forces de l'occupation au nord de la ville de Rafah. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, 484 Palestiniens sont tombés en martyr depuis le début du cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre dernier. Toujours à l'étranger, aux États-Unis, la tempête hivernale majeure qui frappe le pays a causé la mort d'au moins 10 personnes, privant également plus d'1 million de foyers d'électricité et clouant au sol des milliers d'avions. Considéré par certains météorologues comme l'un des pires épisodes hivernaux de ces dernières décennies aux États-Unis, la tempête s'accompagne de températures glaciales, d'importantes chutes de neige et d'accumulations de glace aux conséquences potentiellement catastrophiques selon le service météo américain. Et en Philippines, le naufrage d'un ferry transportant plus de 350 personnes a fait au moins 18 morts. Selon les gardes-côtes de l'archipel, le ferry assurait la liaison entre Zamboanga City sur l'île de Mindanao et l'île de Jolo à environ 150 km. Revenons chez nous. Si vous êtes amateur d'art, sachez qu'à Riyad El Fath à Alger, la galerie Idles vient d'ouvrir ses portes. Un nouvel espace consacré à la peinture, à la sculpture et à la photographie qui met en lumière les jeunes talents. Lamia Bedbouda. Située au bois des Arcades à Riyad El Fath, la naissance de la galerie d'art Idles Art Gallery n'est pas passée inaperçue. Elle a rassemblé les artistes autour d'un nouvel espace dédié à l'expression, la création et à la liberté artistique. Idles, c'est un nouveau bébé qui vient de sortir, quoi. En fait, c'est un espace qui est dédié à l'art et à tous les artistes qui veulent s'exprimer. Chaque détail a été mûrement réfléchi, à commencer par le nom Idles, qui veut dire culture en tamazirt. L'aménagement spécial de la galerie a été réalisé avec goût et sensibilité, en vue d'offrir un cadre propice aux artistes et amoureux de l'art. À chaque fois qu'il y a un nouvel espace qui ouvre, on est content. On est là présent pour assister, pour partager la joie. Et surtout que ça donne l'occasion aux artistes d'exposer. Il est bien particulier cet espace, parce qu'il a une certaine âme qui diffère un peu de tout ce qui existe. Plusieurs artistes étaient présents pour une première exposition inaugurale. Chacun a exposé 2 de ses œuvres. Je suis très ravi, très heureux de faire partie un peu de ce groupe, de cette pléiade d'artistes connus ou pas connus ici à Alger, dans la galerie Idles, à qui je souhaite une longue vie, un bonheur et beaucoup de participants pour que vive l'art, voilà, et la culture, voilà, avec une œuvre. On voit ici qui nous rappelle un peu le bouclier Touareg. Toujours un espace qui naît pour les artistes, c'est une fierté, c'est un moyen de proposer, de montrer nos travaux. L'espace propose et la galerie propose beaucoup de nouvelles choses. Un espoir pour nous les artistes, Inch'Allah, ça va durer dans le temps. Cet espace est ouvert aux jeunes artistes, ce qui permettra aux visiteurs de connaître leur univers et d'apprécier leur talent. D'abord commencer par remercier Zola, qui est la galeriste de cet endroit, ou bien la gérante si vous voulez, qui ne s'est pas focalisé sur le nom de l'artiste ni sa notoriété, mais plutôt sur les capacités. Je suis tellement content, moi et tous les artistes exposants ici, avec un nouvel espace où c'est grand, c'est beau et surtout bien situé.
Cet espace a été pensé pour permettre aux céramistes et potiers d'exposer. Aujourd'hui, ce sont les œuvres de Zahra Bacha qui ornent ce mur. Une exposition riche et pleine de couleurs et d'émotions. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur notre chaîne. Au revoir.